Ariane Mac, bonjour. Vous êtes donc maîtresse de conférences en histoire britannique à l'université Paris-Cité et membre du comité de rédaction de la Revue des Annales. Vous publierez fin mai votre livre En guerre et en grève, enquête dans les cités minières britanniques 1939-1945, qui est un texte issu de votre thèse de doctorat en histoire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter brièvement votre livre ? Oui, donc c'est un livre qui porte sur l'histoire sociale des mondes miniers en guerre, et plus particulièrement sur les grèves de mineurs britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisque finalement, de tous les secteurs à faire grève pendant la guerre, c'est le secteur du charbon qui vient en premier, puisque on a quasiment la moitié des grèves durant la Seconde Guerre mondiale qui sont des grèves de mineurs, donc plus de 3400 grèves durant la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, la question qui est un petit peu au cœur de ce livre, c'est qu'est-ce qu'impliquait et qu'est-ce que signifiait pour les mineurs de faire grève en temps de guerre ? Et de faire grève malgré tout. Donc, malgré les accusations d'antipatriotisme, dans une économie de guerre qui est entièrement conditionnée par les besoins en charbon, malgré le fait qu'il n'ait pas le soutien traditionnel des syndicats, puisque les syndicats miniers vont soutenir la politique de coopération nationale à l'effort de guerre, et enfin, malgré la nouvelle législation qui a été édictée en temps de guerre, qui interdit complètement ces grèves, qui criminalise les grévistes et qui leur fait encourir des amendes, mais aussi des peines de prison. Donc, qu'est-ce que ça signifiait pour les mineurs de se mettre en grève ? Et finalement, peut-être que je peux dire quelques mots de l'approche qui soutient un petit peu ce livre. Il s'agit d'ethnographie historique qui se décompose en 3 volets. Le premier volet, c'est la revisite des enquêtes ethnographiques du Mass Observation. Donc, il s'agissait pour moi de revisiter en historienne les enquêtes de terrain qui avaient été réalisées par un collectif assez singulier, un collectif britannique, donc ce Mars Observation, qu'il se trouve à envoyer différentes enquêtrices dans les bassins miniers pour investiguer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il s'agissait d'exploiter ces sources incroyables pour l'histoire des grèves que sont les matériaux d'enquête de ces enquêtrices. Donc premier volet, la revisite historienne de ces enquêtes. Deuxième volet, faire véritablement l'histoire de ces enquêtes. Pourquoi ? Parce qu'on connaît encore assez peu de choses sur l'histoire du Mass Observation. La première véritable histoire de ce collectif, elle a été publiée par James Hinton simplement en 2013. Donc il reste énormément de choses à dire, énormément de pans méconnus de ce collectif. D'abord, qui sont ces enquêteurs, ces enquêtrices ? Quelles sont leurs méthodes d'enquête ? Et elles sont passionnantes, singulières pour l'époque. Et puis investiguer aussi les conditions d'enquête de ces enquêtrices, la manière dont elles ont fait face, par exemple, à la suspicion des enquêtées lorsqu'elles ont été envoyées enquêter dans ces cités minières. Donc la revisite de ces enquêtes, l'histoire de ces enquêtes, et puis le troisième volet, ça a été finalement un volet consacré à l'histoire orale. Donc j'ai réalisé moi-même une 40aine d'entretiens avec d'anciens mineurs, des femmes, des proches, des enfants de mineurs. Et donc j'ai été tentée de réaliser en partie ces entretiens, notamment dans les bassins miniers où les enquêtrices du Mass Observation avaient elles-mêmes enquêté 70 ans plus tôt. Voilà, donc je suis retournée dans ces cités minières de Betsanger dans le Kent, de Blenheim en Tiglo au Pays de Galles pour aller moi-même réaliser des entretiens. Tout à l'heure, quand je vous entendais parler, j'ai été surprise. Vous indiquez donc qu'en fait, il y a une forte part de la population qui est en grève, malgré cette interdiction légale et officielle. C'est quand même quelque chose d'assez important et d'assez conséquent. Comment se fait-il, en fait, que toute cette partie de l'histoire a été complètement oubliée, complètement masquée, et d'où est née la légende urbaine, la mémoire populaire d'une absence de conflits sociaux et de suspension des grèves durant la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne ? Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée au fil de mon travail de terrain, notamment aux archives et lorsque je réalisais des entretiens, puisque lorsque j'évoquais mon sujet de recherche, les grèves en temps de guerre, la première réaction de la plupart des personnes que j'interrogeais, la plupart des Britanniques en particulier, ça a été de m'affirmer « mais enfin, il n'y avait pas de grève pendant la guerre ». Et c'était une évidence pour eux. Il ne pouvait tout simplement pas y avoir de grève, c'était inenvisageable. Et donc, au fil de mes lectures, j'ai réalisé qu'il y avait un autre historien, Richard Croucher, qui, dans les années 1970, a fait également des entretiens avec des ouvriers des usines mécaniques notamment, et qui a retrouvé ce problème, ce fait que les personnes finalement enquêtées avaient comme première tendance celle de nier le fait qu'il y avait simplement des grèves. Donc les ouvriers, les syndicalistes qu'il allait interroger lui disaient « mais il n'y avait pas de grève. D'une part, les grèves étaient illégales. D'autre part, on se battait
pour la nation, pour le Royaume-Uni, mais on se battait aussi pour l'Union soviétique alliée, donc il ne pouvait pas y avoir de grève. Et Richard Croucher, il explique bien que c'est simplement lorsqu'il montrait des archives, des documents d'archives qui documentaient ces grèves, que petit à petit, les langues se déliaient, et avec plus d'entrain et de verve encore, lorsque se faisait entendre le déclic de la cassette d'enregistrement, qui montrait que ça y est, l'enregistrement était terminé. Donc c'est vraiment, on le voit, une question sensible, et qui, je pense, naît en partie du mythe fondateur et qui a encore beaucoup de poids de la People's War, hein, qui est voilà, la manière dont on a appelé la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne, avec cette idée selon laquelle la guerre aurait vu une sorte d'union des classes sociales, d'absence des conflits sociaux, une sorte de solidarité de l'ensemble des segments de la population qui se serait forgée dans les moments difficiles, le Blitz Spirit, le Dunkirk Spirit, et c'est quelque chose qui est encore très marquant, qui reste un mythe politique fondateur de la Grande-Bretagne. Mais par ailleurs, cette idée selon laquelle il n'y avait pas de grève pendant la guerre, je pense qu'elle s'explique aussi par la situation, bien sûr, très particulière de la guerre, dans le sens où ce qui m'a beaucoup été dit, c'est que finalement, les ouvriers, en tant que ouvriers du Homefront, presque des combattants de l'intérieur, combattants du Homefront, étaient entièrement plongés dans cette bataille industrielle, comme l'étaient les syndicats. Ce qu'on m'a beaucoup dit aussi, c'est que finalement, ces ouvriers et ces mineurs devaient a priori soutenir le gouvernement de coalition de Churchill. Alors, pas Churchill parce que, pour le coup, dans le cas des mineurs, c'est l'une des figures les plus détestées par les mineurs à cause de son rôle dans la Grande Grève de 1926, parce qu'il a aussi envoyé des soldats contre les mineurs gallois durant les émeutes de Tony Pandy en 1910-1911. Donc, on m'a pas parlé de Churchill, mais par contre, bien sûr, de la place de ce gouvernement de coalition, où avaient pris place des grandes figures travaillistes, et notamment Ernest Bevin, qui est un grand leader syndical, qui va être nommé ministre du Travail et du Service national pendant la guerre. Et donc, il y a un rôle aussi important dans ce livre. Donc, c'est beaucoup ce qui a été mis en avant par les premiers Britanniques auxquels j'exposais un petit peu voilà, mon sujet de recherche. Mais ce qui m'a étonnée aussi au fil de mes lectures, c'est que je m'attendais quand même, au moins dans l'historiographie minière, dans l'histoire des mines, à voir ces grèves minières importantes, on l'a dit, à les voir documentées, à les voir étudiées. Et en fait, j'ai réalisé petit à petit que l'historiographie minière, qui est quand même vaste, qui est un pan voilà, très vaste et très ambitieux de la littérature britannique, dans cette historiographie, on a une sorte d'ellipse de la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte de parenthèse négligée dans l'histoire des mines. Et ça, pour moi, ça a été très intéressant et très étonnant. Et en fait, je pense qu'une des raisons, c'est que cette historiographie minière, elle s'est plutôt charpentée autour de deux autres dates pour le XXe siècle, qui est en gros 1945, janvier 1945, la création du National Union of Mine Workers, donc le syndicat unique des mineurs, qui remplace l'ancienne fédération des syndicats miniers, et 1947, la nationalisation des charbonnages. Donc quand on regarde finalement cette vaste historiographie, on a plutôt des études qui traitent du long 19e et qui s'arrêtent en 1939, ou alors qui commencent en 47 pour étudier la désindustrialisation, l'ère de la nationalisation. Mais la Seconde Guerre mondiale, elle a longtemps été négligée de cette littérature. Oui, donc quand je vous entends, ce qui revient beaucoup, c'est ce tiraillement, presque ce tabou historique et cette ambivalence qui naît du dualisme alors ressenti par les grévistes, qui en fait sont pris dans une position entre une lutte ouvrière sociale et un sentiment patriotique relatif à la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que vous pouvez un peu développer sur cette ambivalence, mais aussi dans quelle mesure ce paradoxe a donné vie à des clivages et des conflits sociaux ? Et comment il a pu mettre en porte-à-faux alors les mineurs de l'époque qui se battaient pour leurs droits, mais qui étaient également des citoyens en pleine Seconde Guerre mondiale. Là, peut-être que le détour, pour le coup, par la France et par la situation des mineurs français peut éclairer un petit peu la situation des mineurs britanniques, puisque contrairement aux mineurs français qui, durant la période d'occupation, lorsqu'ils font grève, sont d'emblée assimilés à des héros plutôt de la résistance, les mineurs britanniques en grève sont directement assimilés à des figures de l'antipatriotisme. Et donc c'est vrai que l'une des choses qui m'intéressait, c'était ce conflit entre justice sociale et patriotisme. Le fait de faire grève en temps de guerre
semblait impliquer pour les mineurs le dilemme suivant: faut-il être solidaire de la classe ouvrière ou solidaire de la nation? Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de sortir un petit peu de toute la littérature qui évoquait le patriotisme d'une manière très surplombante, pour aller voir vraiment dans les cités minières comment ce conflit il s'exprimait et comment il était exprimé par les mineurs lorsqu'ils discutaient, attablaient dans les pubs, comment ce conflit s'exprimait dans les discussions entre les femmes de mineurs, dans les épiceries, dans les gargotes de fish and chips, et donc aller voir au ras du sol, finalement, comment s'exprimait ce bouleversement normatif qu'avait impliqué la guerre, voilà, et les effets de cette guerre aussi sur le fait finalement que les mineurs devaient tout d'un coup réinventer les principes de légitimation d'un juste salaire. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et l'une des choses qui m'a surprise, c'est qu'en lisant finalement les discours des contemporains, il y a une chose qui est très claire, qui est très nette. Tout le monde semble être convaincu que finalement le fait que les mineurs se mettent volontiers en grève pendant la guerre est à mettre sur le compte de l'isolement des communautés minières. Ces cités minières, elles seraient isolées du reste de la nation, enclavées dans des vallées minières, et donc elles seraient déconnectées des enjeux de la guerre. Or, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'à contrario, la guerre, elle est partout dans les cités minières. Et que les mineurs, ils en parlent, ils en débattent et ils se débattent avec le fait de faire grève en temps de guerre. Oui, et toute cette enquête, vous avez pu justement la saisir, la réaliser et la développer donc grâce aux archives du Mass Observation qui ont saisi l'histoire en temps réel, sur le vif, et donc avec ce fond qui est à la fois oral, qui est lié à des entretiens, qui est lié à des transcriptions, quelque chose qui est très vif et très dynamique et au plus proche du réel. Alors j'ai deux questions. Comment avez-vous pris connaissance de ce fond qui est très riche et très particulier, et quelle est justement la nature de toutes ces archives que vous avez travaillées, qui sont donc celles du Mass Observation? Alors, ce fond du Mass Observation, il est effectivement fascinant, et le collectif lui-même est fascinant, et personnellement, il me pose problème, puisque depuis que j'ai découvert ces archives, ces enquêtes, je peux tout simplement pas les laisser, donc elles me poursuivent. Mais peut-être pour en dire un petit peu plus de ce collectif d'enquête, donc le Mass Observation, il a été créé en 1937, et l'enjeu de ce collectif qui est indépendant, extra-universitaire et très autodidacte, c'est, comme ils le disent, de fonder une anthropology of ourselves, donc une anthropologie de nous-mêmes, utiliser les méthodes de l'anthropologie et les ramener sur le sol britannique. Et donc ils vont notamment être très intéressés par la vie des classes populaires, surtout voilà, au début de la vie de ce collectif, donc à la fin des années 1930. Et puis, avec le début de la guerre, leurs enquêtes vont plus largement s'intéresser aux effets du conflit mondial sur la population civile. Et donc, ce collectif, il est très particulier. Il a une place particulière dans le paysage scientifique des années 1930-1940, parce qu'il est créé par 3 jeunes intellectuels qui sont un petit peu en marge de ce paysage scientifique, des intellectuels qui mettent en avant plutôt les community studies et la tradition de Chicago, alors qu'à l'époque, la sociologie britannique qui essaye voilà, de se consolider, elle met plutôt en avant les méthodes quantitatives. Donc, un collectif un peu étrange, qui par ailleurs a une rhétorique parfois un peu anti-universitaire, puisqu'il s'agit de démocratiser les sciences sociales, mais qui malgré tout a des appuis très importants, comme celui de Malinowski, de Rowntree, par exemple, ou de Lazarsfeld. Donc un collectif qui est parfois un petit peu difficile à replacer. Et ce collectif d'enquête, il va finalement mettre en œuvre des méthodes d'enquête très différentes. Ils vont mettre en œuvre un panel national, l'un des premiers comme ça, panels nationaux, avec 1 millier de volontaires qui vont envoyer des journaux intimes ou des journaux semi-privés à ce collectif, des journaux qui ont beaucoup retenu l'attention des historiens, que moi j'ai préféré laisser un petit peu de côté. Ce panel, il va aussi envoyer des réponses mensuelles à des questionnaires sur des sujets très divers. Et puis, moi, les sources qui m'ont vraiment passionnée et qui sont au cœur de ce livre, ce sont les enquêtes de terrain, les enquêtes ethnographiques, et en particulier 2 enquêtes réalisées dans des cités minières,
une première enquête réalisée par Veronica Tester à Betzinger, donc dans une cité minière du Kent, lors d'une grande grève de janvier 1942, une grève emblématique, la grève qui va permettre de montrer que la législation qui a été édictée en temps de guerre, eh bien, il est finalement très difficile de la mettre en œuvre et qui va tenir en échec cette législation. Donc cette première enquête. Et une deuxième enquête, cette fois menée par une autre enquêtrice qui est Molly Tarrant, et qui a mené cette enquête dans une sorte de bourgade minière galloise, Blaina et Nantiglo, dans le Monmouthshire. Et c'est vrai que voilà, ces sources qui sont vraiment les matériaux d'enquête de ces enquêtrices sont incroyables pour faire l'histoire de ces grèves. De mon point de vue, ça change entièrement la donne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a comme source? Donc vous l'avez dit, il y a des collectes de témoignages, mais aussi des entretiens approfondis. Avec qui? Bien sûr, avec des mineurs qui sont à différents postes, au jour ou alors au fond, mais aussi avec des grévistes, des non-grévistes, des représentants syndicaux, des représentants patronaux, des porions, des agents de conciliation qui sont envoyés par les ministères pour essayer de mettre fin à la grève, des femmes de mineurs, des enfants de mineurs, des petits commerçants dans les cités minières, mais aussi dans les villes alentours. Donc l'enjeu, c'est vraiment de saisir donc au ras du sol cette grève, mais aussi de la saisir en communauté, vraiment en communauté, et donc dépasser un petit peu une histoire minière qui a tendance à mettre au centre vraiment le mineur, en plus le mineur un petit peu figé dans une posture de héros de la classe ouvrière toujours en lutte. Donc une grève saisie en communauté, je l'ai dit à travers ces entretiens, ces collectes de témoignages. Mais par ailleurs, dans ces matériaux d'enquête qui sont très riches, on a aussi des observations de terrain. Des observations qui ont été menées par les enquêtrices sur les lieux de travail, donc typiquement sur le carreau de la mine, dans les cantines aussi minières, mais aussi, et ça c'est très rare, mais aussi au sein des cités minières, dans les lieux de sociabilité, dans les lieux de consommation. Donc typiquement les pubs. Lieu d'observation typique du mass observation. Donc dans les pubs des cités minières, dans les gargotes de fish and chips, dans les welfare clubs des mineurs, mais aussi dans les petites épiceries, dans la rue, simplement les ragots qui s'échangent sur le perron de la porte. Donc là, ces sources, là aussi, elles sont centrales et elles permettent aussi de contribuer à une historiographie qui de plus en plus s'intéresse finalement à l'articulation entre travail et hors travail. Et donc dans mon cas, ce qui était intéressant, c'était de voir ces grèves qui sont essentiellement des grèves salariales, mais de voir que finalement, les revendications, lorsque ces grèves éclatent, sont avant tout salariales, mais de voir la manière dont elles se traduisent dans ces cités minières, et donc elles se traduisent par des questions de consommation. Donc tout d'un coup, les écarts de revenus entre les mineurs et les ouvriers, les ouvrières dans les usines de munitions, qui étaient au cœur des grèves de 42 typiquement, lorsqu'on regarde l'enquête de Molly Tarrant, tout d'un coup, ces revendications, on les comprend beaucoup mieux parce qu'on comprend qu'il s'agit de questions de consommation au jour le jour dans les cités minières, finalement d'écarts nouveaux de revenus qui semblent mettre à mal les anciennes hiérarchies internes aux communautés minières, qui crée aussi des frictions au sein des couples. Et donc, et notamment sur cette question des couples, les matériaux du mass observation, ils donnent aussi accès en partie à une histoire de l'intime, une histoire de l'intimité en grève, puisque on a notamment Veronica Tester qui va être logée chez un mineur gréviste, donc dans un foyer où on a un mineur gréviste, sa femme et un enfant de 18 mois. Et donc, elle documente des scènes vraiment de l'intime, des scènes très touchantes où on a ce couple qui va tout d'un coup être dans la nostalgie du travail à la mine, notamment au moment de la 2e, 3e semaine de grève, où le mineur a hâte de se noircir de nouveau ses mains qu'il trouve trop blanches, qui sont aussi un marqueur de dévirilisation. Ça revient beaucoup dans ces matériaux d'enquête. On a la femme de mineur qui est dans la nostalgie de préparer de nouveau la gamelle, le casse-croûte. Donc, on a ces scènes qui sont difficiles à capter autrement. On retrouve aussi le fait qu'elle loge comme ça chez le mineur, ça lui permet aussi de voir
finalement au quotidien les effets économiques de la grève, notamment lors de la 3e, 4e semaine de grève, où les mineurs ne peuvent plus alimenter le feu de cheminée que 2 heures par jour, ils arrachent les cadrans de la porte, ils arrachent les clôtures de la cité minière pour pouvoir se chauffer. Voilà, donc des sources comme ça qui sont extrêmement riches et qui, comme vous l'avez dit, avant tout, sont importantes parce que elles ont lieu vraiment, elles n'ont pas lieu a posteriori, rétrospectivement, mais c'est vraiment la grève au jour le jour. Et puis bien sûr, elles fourmillent d'observations qui sont propres à l'ethnographie, à la description dense, et qu'on retrouve sinon assez peu dans d'autres documents plus classiques. Oui, donc vous l'avez très justement rappelé, ces sources, elles ont une nature ethnographique, anthropologique, elles sont sincères et vivantes et saisies en temps réel. Donc on a accès à une oralité de l'histoire. Cette oralité, elle se traduit notamment par ce dont vous parliez, les commérages, les ragots. Qu'est-ce qu'elle permet de découvrir? Comment la diversité en fait de ces sources et ce qu'elle révèle entre 2 rires et entre 2 rumeurs nous donne accès à une histoire qui est différente, qui est saisie par le bas, par l'agent, par l'acteur. Alors, c'est vrai que finalement, c'est l'un des fils rouges qui s'est dégagé de ce livre, la dimension politique du ragot, du commérage, de la plaisanterie, puisque ce sont des phénomènes qui reviennent en fait beaucoup dans les sources du mass observation parce que ils ont fait attention à ces phénomènes très tôt et ils ont pris très tôt au sérieux des phénomènes comme justement la rumeur, le ragot. Et ça, pour moi, c'était là aussi assez intéressant de voir l'attention qui était donnée, et que j'ai essayé de reproduire aussi dans cet ouvrage, l'attention qui était donnée à ces formes verbales ouvrières, formes verbales de l'entre-soi ouvrier. Et donc j'ai essayé de montrer typiquement tout ce qu'on pouvait tirer de ces plaisanteries que s'échangeaient les mineurs dans les pubs. Typiquement, j'ai été très amusée de voir que ces plaisanteries, elles servaient notamment à exorciser des peurs des mineurs. Donc elles servaient à exprimer des peurs, le fait qu'ils pouvaient être incarcérés du fait de la législation, que s'ils étaient incarcérés, peut-être que leurs femmes seraient amenées à prendre à faire loger d'autres habitants, peut-être des hommes chez eux. La crainte aussi de voir s'effondrer les économies, de voir s'effondrer la possibilité aussi de pouvoir consommer de la bière dans certaines des plaisanteries qui sont échangées avec les gérantes des pubs. Donc il s'agit d'exorciser des peurs, mais finalement l'une des choses qui m'a étonnée à travers ces plaisanteries, c'est que je m'attendais à trouver, d'une certaine manière, les coulisses de la grève, et notamment à trouver des sortes de plaisanteries qui seraient critiques du patronat, de la direction de la mine. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé, au contraire, dans les sources du mass observation, c'était énormément de plaisanteries qui tournaient plutôt en dérision et qui critiquaient les représentants syndicaux. Ce qui m'a beaucoup étonnée, et c'était très intéressant justement d'étudier finalement, de contraster ces discours donc qui se tiennent en coulisses et qui peut-être révèlent aussi une certaine des tensions et des frictions au sein du collectif gréviste, et donc les contraster avec les discours unis qui sont tenus dans la presse, notamment lorsque les représentants syndicaux ont été, comme dans le cas de Betzinger, ont été emprisonnés, où ils deviennent des martyrs de la cause. Donc j'ai trouvé que finalement ces plaisanteries, elles étaient un point d'entrée pour saisir autrement le quotidien de la grève. Donc des plaisanteries qui pour moi étaient vraiment centrales. Et peut-être pour donner un autre exemple, celui des commérages. Alors, j'évoquais un petit peu plus tôt une grève de 1942 qui tournait beaucoup autour de la différence de revenus entre les mineurs et les ouvriers et ouvrières des usines de munitions. Eh bien, l'enquête qui est menée à Blenheim Antiglo par Molly Tarrant, elle permet de voir donc l'importance de la consommation, donc les revendications salariales, la consommation, mais surtout de voir que dans ces cités minières, on a sans cesse des ragots, des commérages sur les dépenses d'un tel, les dépenses de ce voisin qui avant était un mineur qui a connu le chômage de longue durée pendant la Grande Dépression et qui tout d'un coup travaille dans cette usine de munitions, des ragots sur une telle qui a connu la famine pendant la Grande Dépression, mais qui tout à coup peut s'acheter 5-6 robes parce qu'elle travaille dans les usines de munitions. Et donc,
de voir finalement l'importance de ces ragots et vraiment ce qu'ils traduisaient aussi des craintes en fait face à l'ébranlement des hiérarchies villageoises, avec bien sûr une sorte de pression niveleuse au sein de ces cités minières. Donc c'est vrai que ces formes verbales m'ont beaucoup intéressée. Et de manière générale, je dirais que, parce que vous évoquiez l'importance de l'oralité, et je dirais que j'ai tenté, en tout cas dans cet ouvrage, de donner la parole le plus possible aux acteurs, qu'il s'agisse des mineurs enquêtés, des mineurs qui avaient répondu à ces enquêtrices du Mars Observation, ou de mes propres témoins, des mineurs que j'avais interrogés dans les années 2010. Et donc c'est vrai que, bien sûr, c'est venu avec toute une réflexion sur la manière de transcrire typiquement les entretiens, rester au plus proche de ces témoignages, avec malheureusement l'enjeu supplémentaire qui était celui de la traduction, qui nous fait perdre en particulier voilà, certaines particularités des entretiens. Mais je dirais qu'un autre enjeu, ça a été donc non seulement de donner une place importante à cette parole, mais aussi de rendre compte des conditions de recueil de cette parole, que ce soit du côté des enquêtrices du Mars Observation, donc éclairer ces conditions d'enquête, ou que ce soit du côté de mes propres entretiens. Et c'est pour ça que, voilà, dans l'ouvrage, il m'a semblé important d'inclure une annexe assez longue sur les entretiens que j'ai menés et sur cette enquête orale. Et voilà, dans cette annexe, je reviens un petit peu notamment sur voilà, ces questions de transcription, mais aussi sur les relations enquêteurs-enquêtés. Et c'est peut-être aussi le lieu de parallèle entre ma propre enquête et celle menée par les enquêtrices du MO. Vous avez également mené des enquêtes auprès de ces acteurs et donc cette histoire, elle provient à la fois des grévistes et des miniers, mais aussi de ceux qui ont saisi cette histoire et ceux qui l'ont inscrit dans le temps, inscrit dans les archives et qui ont pris conscience de ce qui était en train de se faire, mais également du fait de saisir et de donner la parole aux ouvriers, aux miniers et donc il y a vraiment une histoire dans l'histoire et un acteur à côté de l'acteur. Est-ce que ces enquêtes que vous avez menées par la suite, ce fonds d'archives, vous permettent de dire que vous avez mené une histoire par le bas et une histoire vivante? Alors, c'est vrai que comme vous le soulignez, on a différentes enquêtes emboîtées. Il y a les enquêtes menées par les enquêtrices du Mars Observation, l'enquête orale que j'ai moi-même menée, l'enquête que je mène sur ces enquêtes. Donc on pourrait presque dire que dans ce livre, on a des enquêtes au carré ou des enquêtes au cube. Et c'est vrai que voilà, ce thème de l'enquête est aussi le thème qui est un peu la clé de voûte en fait de cet ouvrage. Alors, une histoire par le bas, absolument, puisque c'est bien ce que permettent de faire finalement les enquêtes du Mars Observation. Il s'agit de proposer peut-être une autre histoire de ces grèves minières, une histoire donc au ras du sol, une histoire qui donne aussi la parole à l'ensemble de ces communautés en grève, qui mettent en avant les stratégies de résistance déployées par les mineurs, non seulement stratégie de résistance ouverte durant les grèves, stratégie de résistance à la législation, mais aussi des stratégies de résistance à bas bruit. Typiquement, grâce aux enquêtes du Mars Observation, on découvre les codes que s'échangeaient les mineurs pour se dire « ça y est, il faut lancer la grève, il faut commencer la grève ». Et donc typiquement, ils évoquent le fait que pour communiquer dans la mine, et notamment entre les ouvriers du jour et du fond, ils essayaient d'écrire des messages à la craie sur les berlines, sur les wagonnets de mine. Premier code qui a été découvert par le manager détesté de la mine, qui est un fameux Charles Maggie que tout le monde craint. Donc deuxième code, ils vont essayer de griffonner sur les étais de mine qui soutiennent les mines. Là aussi code découvert. Donc ils vont inventer comme ça différents codes pour lancer la grève. Donc une histoire par le bas, attentive bien sûr à l'agency des acteurs, mais aussi attentive finalement aux hésitations, aux revirements de la grève, puisqu'on est dans cette histoire en train de se faire, et donc une histoire peut-être aussi attentive aux positions un peu dialogiques des acteurs en grève. Donc oui, je ne sais pas si ça répond complètement à... Si, tout à fait. Et votre réponse est
très inspirante dans le sens où ce livre qui s'appelle En guerre et en grève, avec donc daté 1939-1945, il fait écho en premier lieu à la Seconde Guerre mondiale, qu'on connaît tous largement, qui est enseigné à l'école, mais en réalité c'est aussi un livre de sciences humaines qui indique ce que c'est que de faire des sciences humaines et ce que c'est que de saisir la science et de saisir l'histoire, mais c'est aussi un livre d'histoire militante et d'histoire ouvrière. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, me développer un tout petit peu sur cet aspect et nous indiquer comment cette histoire s'inscrit dans une histoire militante, s'il vous plaît? Oui. Alors, complètement, puisque effectivement, dans ces grèves qui sont menées pendant la Seconde Guerre mondiale, on va voir réapparaître des revendications qui sont en fait anciennes et qui s'inscrivent dans l'histoire longue du militantisme minier. Typiquement, en 1942, les mineurs vont obtenir le principe de négociation salariale à l'échelle nationale, alors que jusqu'ici, l'ensemble des négociations salariales se faisaient à l'échelle des districts régionaux. Et donc ça, c'est une revendication ancienne des mineurs, qui date notamment de la Grande Grève de 1921. Ils vont d'ailleurs obtenir des avancées très importantes, avec notamment la mise en place d'un salaire minimum national. Donc là encore, pour la première fois, donc un salaire hebdomadaire de 83 shillings pour les mineurs de fond, 78 shillings au jour. Donc finalement, cette histoire, elle s'inscrit aussi dans une histoire économique, une histoire militante également de la corporation minière. Mais c'est vrai que de manière plus générale, j'ai essayé d'explorer aussi quand même ce que ça impliquait de faire grève quand on n'a pas forcément le soutien, ou en tout cas pas le soutien entier, des instances syndicales, et notamment interroger finalement les modalités d'organisation et d'extension de ces grèves qui sont donc largement unofficial, comme on les appelle, donc des grèves non officielles, voire complètement sauvages, qui battent en brèche cette autorité syndicale. Et ce qui m'a intéressée, c'est notamment la position ambiguë, bien sûr, et ambivalente de certains représentants syndicaux, tiraillés entre le soutien aux grévistes et ces politiques officielles de coopération à l'effort de guerre. Et là, on voit que les différents syndicats régionaux de mineurs ont eu des positions très différentes, avec certains syndicats qui par exemple, se sont emparés de la législation de guerre, le décret 1305 qui interdisait les grèves, et qui en ont fait une sorte d'outil de mise au pas des mineurs. D'autres qui, au contraire, ont été emprisonnés pour avoir soutenu les mineurs grévistes. Donc c'est vrai que ça posait énormément de questions aussi sur ces stratégies, tout simplement de résistance à la législation. Mais je dirais que peut-être de manière plus générale, ce qui est au cœur du livre, c'est vraiment la question de la politisation ordinaire et vraiment au quotidien, et la manière dont elle peut passer parfois par donc ces formes verbales dont on parlait, très quotidiennes, évanescentes, des plaisanteries que s'échangent les mineurs, mais aussi des salutations quotidiennes que s'échangent cette fois les femmes de grévistes pour s'assurer que tout le monde va tenir en grève et de la poursuite du mouvement. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre un petit peu en avant dans ce livre. Oui, c'est ce qui est tout à fait saisissant, c'est que ça reste tout à fait actuel et contemporain, et les problématiques sont très vives. Merci beaucoup, Ariane Mac. Donc, pour rappel, votre livre En guerre et en grève sera publié aux éditions de l'EHESS fin mai, et vous serez présente à Toulouse du 15 au 18 pour participer au festival L'Histoire à venir, qui se déroulera dans la librairie Ombre Blanche, mais également dans toute la ville. J'en suis ravie. Merci. Merci.